Voilà, comme vous me l'avez justement suggéré, quand on a parlé de l'asservissement, vous avez utilisé naturellement le terme de précision. Donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la précision d'un système bouclé. Donc, epsilon, hein, je vous rappelle que epsilon de t désigne l'erreur du système. Epsilon désigne l'erreur du système. Et bien sûr, on va utiliser, ça aussi, il faut bien se familiariser avec ça. Dans les modélisations, on va utiliser des transformés de Laplace, donc E de P, S de P, epsilon de P. Mais pareil, je renvoie aux révisions sur la transformée de Laplace. On n'oublie pas que travailler avec des grandeurs en Laplace, c'est une manière indirecte de travailler avec les grandeurs temporelles. Alors, le epsilon de t, je vous l'avais pas fait, vous l'aviez pas noté l'autre fois, mais quand on prenait, alors vous pouvez remarquer que j'arrête pas de dessiner des boucles, hein. Et vous aussi, il faut vraiment dessiner ça de manière que ça devienne instinctif. Donc vous vous souvenez, on avait discuté sur l'exemple de la voiture. Et je prends à nouveau un retour qui vaut 1. Et on avait en fait dit, voilà, que se passe-t-il quand ma consigne, elle passe directement d'une valeur nulle à une valeur non nulle. J'avais dit 100, par exemple. Et vous m'aviez répondu naturellement que la sortie, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait à augmenter jusqu'à atteindre un palier. La sortie ne passe pas instantanément de 0 à une valeur non nulle, elle se met à augmenter. Et que ça, on l'avait observé, on avait déduit ça aussi en observant comment évoluait l'erreur. Et comment évoluait l'erreur? On avait vu que, eh bien, au départ, l'erreur était maximale. Elle était maximale parce que ici on avait 0, ici on avait 100, et qu'au fur et à mesure que la sortie augmente, l'erreur devient de plus en plus petite jusqu'à se stabiliser à une valeur, euh, constante. Monsieur, vous avez souligné epsilon pour le montrer bien ou faire Oui, oui, accompagner? oui, pour le bien le montrer. Okay. Et donc ici, en fait, on est dans le temps. Tout le raisonnement qu'on vient de faire et toutes les grandeurs que j'ai symboliquement représentées, ce sont des grandeurs qui évoluent au cours du temps. Ce que j'ai représenté là, c'est bien l'évolution de l'erreur d'epsilon de t. Epsilon de t, epsilon est une grandeur qui varie au cours du temps. Voilà. Et donc, on va redessiner proprement le epsilon de t. Donc, vous me faites bien deux grands axes, deux beaux axes, comme je les ai fait là, où on va voir, on va redessiner, on va représenter un exemple d'évolution temporelle de l'erreur. On n'oublie pas que derrière ça, on commence d'abord par mettre un échelon au niveau de l'entrée. Alors pourquoi on met un échelon? J'en avais déjà parlé au niveau des généralités de l'année dernière. Parce que l'échelon, ça représente ce qu'on met naturellement dans un système pour le tester, pour voir comment il réagit. Hein, il n'y a rien et d'un coup, je mets à fond. Donc voilà, d'un coup, je demande 100 km/h pour reprendre l'exemple de la voiture. Alors comment va évoluer epsilon? On l'a dit. Elle commence à 0, elle devient. Oh, vraiment, j'ai coup de bol, hein, j'ai fait commencer au même endroit. Bon, c'est ce qu'on a, mais pas dans tous les cas. Et puis, elle est maxi au départ, elle diminue progressivement jusqu'à se stabiliser à une certaine valeur. Eh bien, on va alors. Vous l'écrivez à la suite, hein. C'est bon, vous avez vu? On va pouvoir maintenant introduire une autre notion liée à l'erreur, mais l'erreur est une fonction du temps. Et on va définir ce qu'on appelle l'erreur statique, qu'on va noter epsilon s, qui lui n'est pas quelque chose qui varie au cours du temps, mais qui est une donnée, qui est une valeur algébrique. C'est un nombre, c'est une valeur. Et bien entendu, qu'est-ce qui va définir cette erreur statique? Eh bien, on va dire que l'erreur statique, c'est la valeur finale, je dis la valeur d'équilibre de l'erreur en fonction du temps. Vous comprenez? Ce qui veut dire que sur le dessin, où va-t-on la trouver? Au niveau du plateau? Évidemment, ici. Alors, parce qu'évidemment, vous avez bien pressenti
que si on veut qu'un système soit précis, qu'est-ce que vous pressentez? Ben, qu'il faut que son erreur statique Faible. soit faible, voire nulle. Hein. On va le décrire après, hein, vous inquiétez pas. Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Ça rassure. Et donc maintenant, ben, on va quand même regarder un peu le côté mathématique et essayer de trouver l'expression mathématique, pas essayer, on va y arriver, l'expression mathématique de l'erreur statique. Et pour ça, nous allons évoquer le théorème de la valeur finale. Pas encore, je crois. C'est pas quand P va à 0 Alors, exactement. et voilà, Le oméga va vers l'infini. Oui, c'est pareil, oui. Alors, et très exactement, une grandeur temporelle, je l'appelle x, une fonction temporelle, x de t, f de t, ce que vous voulez, e de t, epsilon de t, bon, je mets x pour dire un truc général. Une grandeur qui varie au cours du temps, sa limite quand t tend vers l'infini, donc quand t tend vers l'infini, c'est ça qui fait référence à la valeur finale, hein, quand le temps est devenu très très long, quand le temps s'est écoulé depuis longtemps, eh bien, on montre que c'est égal à la limite quand p tend vers 0 de p x de p. X de p est bien sûr la transformée de la place de x de t et p est bien sûr la variable de la place. Alors, donc, ce théorème est extrêmement intéressant parce que ce qu'il faut bien que vous vous rappeliez, si vous avez commencé à bien réfléchir à la transformée de la place, quand j'ai une fonction temporelle, je peux lui associer une fonction en Laplace. Quand j'ai un x de t, je peux faire un transformé de Laplace et j'obtiens une nouvelle fonction qui va être un x de p. Sauf qu'il n'y a pas de lien direct en termes de variables. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que un t égale 2 secondes va correspondre à un p égale je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas trouver la valeur de la grandeur temporelle à un instant donné, je ne peux pas le trouver en remplaçant la variable de Laplace par une valeur précise. C'est une fonction de fonction, elles sont liées, mais elles ne sont pas liées de manière aussi simple. Si je veux connaître la valeur de x à un instant précis, normalement, il faut d'abord que je connaisse x de p. Je fais la transformée de Laplace inverse de x de p, ça me donne x de t. Et une fois que je connais l'expression de x de t, je peux dire pour t égale 2 secondes, x vaut tant. Vous comprenez le truc? Ouais. Sauf pour ces deux extrêmes, pour la valeur finale et la valeur initiale. Pour ces deux extrêmes, je peux connaître ce que vaut la fonction pour une valeur de t avec une valeur de p. Voilà. Dans les deux cas, dans ces deux extrémités temporelles, j'ai un lien direct entre la valeur de la fonction en Laplace et la valeur de la fonction en temporelle. Voilà, c'est le seul cas. Sinon, je n'ai pas le droit. Alors maintenant, appliquons ça à epsilon de p. On a démontré dans le cours précédent que epsilon de p pouvait s'exprimer, et vous voyez là on est en Laplace, donc ça ne nous donne pas epsilon de t directement, il faudrait faire la transformée de Laplace inverse. Donc epsilon de p, on avait dit que c'était e de p sur 1 plus t de p. T de p étant la f, t, b, o, hein, ce qu'on avait défini comme étant la ftbo. D de P fois R de P si on revient à l'expression avec chaîne directe et chaîne de retour. Mais on a vu que tout ça, c'était une détermination lorsque l'entrée est un échelon. Et epsilon s, eh bien, on vient de le définir juste avant. Quelque part, on est bien d'accord que c'est la limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. C'est ce que je vous ai dessiné. Epsilon évolue et quand t tend vers l'infini, il atteint une valeur constante. Et cette valeur constante, c'est ce qu'on appelle l'erreur statique. C'est elle qui nous intéresse pour savoir si on est précis ou non. Ouais. Avec l'entrée, avec E de t qui est un échelon. Est-ce que vous vous souvenez comment on écrit mathématiquement dans le temps l'échelon? C'est pas U de T? C'est U de t, tout à fait. C'est le symbole mathématique pour représenter il n'y a rien, il y a 0, et puis d'un coup il y a 1. Et puis on y adjoint une amplitude, parce que U de t c'est 0 pour les temps négatifs, 1 pour les temps positifs. Mais comme l'échelon, on peut être un petit peu plus général pour dire 0 pour les temps négatifs et une certaine amplitude
qui n'est pas forcément 1, on multiplie par E0. Ouais. Pour faire un échelon plus général, en amplitude. Si mon entrée vaut E0 U de T, que vaut la transformée de la place de E de T? 1 sur P carré 1 sur P 1 sur P, et très bien. Hein, vous l'avez vu en maths, la transformée de la place de l'échelon, c'est 1 sur P. Voilà, c'est E0 sur P. Comme c'est multiplié par E0, la transformée de la place de l'échelon, c'est E0 sur P. Et puis, bah, cette limite, quand T tend vers l'infini, on vient de dire que finalement, on peut dire que c'est la limite quand P tend vers 0. De quoi? De P que multiplie epsilon de P. Et epsilon de P, on vient de voir ce que c'était. C'est E de P que divise 1 plus T de P. Et E de P, on vient de voir ce que c'est aussi. C'est E0 que divise P. Vous voyez, E de P sur 1 plus T. Bon, et bien du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ces epsilon S? Bien, on voit ici qu'on a P que multiplie E0 sur P. Donc, que font les P? Ils se simplifient. La limite de P quand P tend vers 0 de E0, E0 est une constante indépendante de P, donc ça ne change pas. Le 1 plus ne change pas, et donc la seule chose qui a une limite quand P tend vers 0, c'est T de P. Voilà. Et donc, je dois m'intéresser à déterminer ce que vaut la limite de la fonction de transfert T, de la FTBO. Puisque T de P, je vous rappelle que c'est la FTBO. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que fait la limite d'une fonction de transfert quand P tend vers 0? C'est pas le gain statique? Eh bien sûr. Par définition, quand on fait tendre P, alors P vers 0, ou ça revient même que de faire tendre oméga vers 0, par définition, la limite quand P tend vers 0 d'une fonction de transfert, c'est ce qu'on appelle son gain statique, c'est-à-dire le gain à oméga égale 0. C'est l'amplification quand les grandeurs sont constantes. Oui. Donc, je le note comme ça fait l'erreur statique va donc valoir E0 sur 1 plus le gain statique de la boucle ouverte. Attention, il s'agit du gain statique en valeur algébrique. Ce n'est pas en dB. D'accord? Dans cette formule, il faut mettre la valeur du gain statique de la fonction en valeur algébrique. Si vous la lisez sur un diagramme de Bode, vous allez la voir en dB. Il faudra revenir à l'expression sans les dB pour faire le calcul correct. Et donc, ça revient à ce qu'on avait fait l'autre fois au niveau de l'exemple de la voiture. Quand on disait, quand mon entrée vaut 0, c'est le truc où vous aviez galéré intuitivement à trouver et que vous avez montré que la formule nous le donnait. Dans la formule, comme il n'y avait pas d'expression en P, ce qu'on manipulait, le 2, c'était le gain statique. Et que du coup, la FTBO, elle avait un gain statique de 2, donc l'erreur, elle valait E0 sur 1 plus 2, elle valait E0 sur 3, elle était à 33%. Enfin, à 33. Alors, on peut faire quand même on va faire quelques petits exemples, notamment pour calculer l'erreur en pourcentage. Alors, on va prendre comme exemple, on va dire que le gain statique de la FTBO, on va dire qu'il vaut 4, tiens, par exemple. Qu'on a une entrée avec un échelon de 10 volts, par exemple. Et à ce moment-là, que vaudrait l'erreur statique? Elle va valoir 10 sur 1 plus le gain statique, 1 plus 4, 10 sur 5, elle vaudrait 2 volts, ou 2. On est d'accord? Maintenant, si je prends un gain statique de la boucle ouverte qui vaut, qui vaut 3, par exemple, et que E0 est inconnu, trouvez-moi epsilon S en pourcentage. Sous-entendu, en pourcentage
de l'entrée. Je ne connais pas la valeur d'entrée, mais je peux calculer combien de pourcents va être l'erreur par rapport à l'entrée. Là, 2 par rapport à 10, combien ça fait de pourcents? C'est 25%. Voilà, avec ça, ça veut dire que j'ai une erreur statique de 20%. Sous-entendu, j'ai 20% d'erreur par rapport à l'entrée. Là, comment je peux faire si on ne me donne pas de valeur numérique de E0 et que je le veux en pourcent? Dites-moi. Non? Non. Bah, on trouve un quart de E0 et donc ça fait 25% de E0. Bah bien sûr. Et j'ai même envie de dire qu'il y a une façon encore plus bête et simple de le calculer. Qu'est-ce que ça veut dire pour 100? On prend 100 pour E0. Et voilà. Que vaut epsilon pour 100 d'entrée? Oui? Bon, voilà pour ce qui est de l'expression de l'erreur statique et la méthode pour le calculer. Et donc maintenant, nous allons pouvoir définir précisément ce qu'est la précision. Et donc, bien entendu, comment on peut dire ça? La précision, c'est quoi? C'est la valeur de epsilon statique. Exactement. La précision est liée à l'erreur statique. Alors, je dis liée parce que, en fait, c'est tout simplement plus epsilon s est petit, meilleure est la précision. Voilà. Et on dira donc en conclusion qu'un système parfaitement précis a une erreur statique nulle. Ça va? C'est logique? C'est évident? Entre parenthèses, dans les exemples qu'on a vus précédemment, si l'erreur statique est nulle, qu'arrive-t-il à la sortie? Elle est égale à l'entrée. Exactement. Si l'erreur statique est nulle, la sortie est égale à l'entrée. D'accord? C'est-à-dire à l'entrée de la boucle. La sortie est égale à la consigne. Eh bien oui, c'est bien tout le discours qu'on a depuis le début que vous avez pressenti. C'est quand je demandais 100 km/h, ben j'ai envie que ma voiture elle roule à 100 km/h. Et donc pour ça, il faut bien que l'erreur soit nulle. L'erreur statique soit nulle. Comme l'erreur statique est égale à E0 sur 1 plus le gain statique de la boucle ouverte, eh bien, comme vous l'avez suggéré, avait posé la question Mathilde à la fin du dernier cours, bien entendu, l'erreur statique est d'autant plus petite si le gain statique est Petit. ben non, regardez, un truc que divise quelque chose. Quand on divise par un nombre, le résultat est d'autant plus petit que le nombre est grand. D'accord? Et donc, dans l'absolu, l'erreur sera nulle si le gain statique est infini. Voilà. Et donc maintenant, vous allez pouvoir écrire la conclusion. Alors donc, en conclusion, en fait, on peut voir, on se rend compte, quand on réfléchit bien à ce qu'on vient de voir, que la précision permet de connaître le régime d'équilibre, d'où, comme c'est le régime d'équilibre, c'est pour ça qu'on lui adjoint le terme statique, quand ça ne bouge plus du système bouclé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre comme conclusion, on va le mettre à la fin. Bien entendu,
comme une conclusion anticipe la suite, eh bien la suite, on voit bien que si là, l'erreur statique, la précision nous permet de réfléchir sur la partie statique de la réponse d'un système, eh bien on a aussi le transitoire, donc le transitoire, le régime dynamique de ce système à connaître, et c'est l'étude de ce régime transitoire qu'on appellera l'étude de la stabilité. Okay, et c'est ça qui fait référence, entre autres, au temps de réponse du fait qu'il va y avoir un temps de réaction. Le temps de réaction, ça va être dans le transitoire, comme vous avez pu le voir, quand on regarde des grandeurs, dessinez pas, hein. Quand on regarde comme la sortie, quand on dit « Oh, la sortie, elle va faire comme ça », eh bien, comme toujours, on avait aussi vu ça l'année dernière, on peut dire qu'on a un régime transitoire, le moment où ça évolue vers la sortie, vers la valeur finale, et puis on a la valeur finale que l'on atteint, la valeur d'équilibre, et c'est ce qu'on appelle la valeur statique. Un nouveau point, justement, qui va permettre maintenant d'aller s'intéresser à la dynamique d'un système, à sa stabilité, et pour ça, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils, et que là, eh bien, aussi simple qu'était la détermination du régime statique et de l'erreur, eh bien, là, pour le coup, ça va être une autre paire de manches.